Bonjour, je me présente. Je suis Dominique Grenier, chef d'unité scientifique de l'unité d'immunisation, infection nosocomiale et antibiorésistance à l'INSPQ. Alors, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à ce deuxième transfert de connaissances de l'équipe des infections nosocomiales. Aujourd'hui, le sujet sera sur la gestion des travailleurs de la santé en milieu de soins. En ce qui a trait au déroulement général de la présentation, voici quelques points importants. La présentation sera enregistrée et disponible ultérieurement sur le site de l'INSPQ. Toutes les caméras et micros seront désactivés, sauf évidemment les panélistes. Les questions devront être posées dans la boîte de questions-réponses et seront répondues à la fin de chacune des présentations. Madame Josiane Charret, conseillère en soins infirmiers dans l'équipe des infections nosocomiales, coordonnera les deux périodes de questions. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos panélistes. Alors, le premier est Dr Gaston Deserre, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Il était professeur titulaire d'épidémiologie à l'Université Laval, poste dont il est retraité depuis septembre dernier. Il est le chef médical responsable du groupe scientifique en immunisation à l'INSPQ et mène depuis plus de 30 ans des études épidémiologiques sur les maladies infectieuses, sur l'efficacité et la sécurité des vaccins. Dr Deserre est membre actif du Comité sur l'immunisation du Québec et membre du groupe Central Esprit qui assure la surveillance de la sécurité des vaccins au Québec. Notre seconde panéliste est Dr José Mascotte. Dr Mascotte est diplômé de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal en 1986. Elle a pratiqué pendant 15 ans comme médecin de famille, en cabinet privé, auprès de la clientèle hospitalisée, en CHSLD et en CLSC, dans plusieurs établissements de la Montérégie. Dr Mascotte a 20 ans d'expérience comme médecin conseil au sein du secteur maladies infectieuses et des gestions des menaces à la Direction régionale de la santé publique de la Montérégie, CIS Montérégie Centre, dont son dossier principal était celui des infections nosocomiales. Elle s'est jointe à temps partiel à l'équipe d'immunisation et infections nosocomiales de l'INSPQ depuis 2016. Donc, débutons par la première présentation sur les données récentes d'efficacité vaccinale. Alors, Dr Deserre, la parole est à vous. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui? Bon. Alors, merci beaucoup de la chance de m'avoir invité pour vous présenter un petit peu les résultats qui parlent de l'efficacité de 2 doses de vaccin contre la COVID chez les adultes vivant en communauté. Évidemment, quand on parle de PCI, de transmission par les travailleurs de la santé, vers les travailleurs de la santé et leur protection, bien évidemment, ces données-là sont assez intéressantes. Excusez-moi. Alors, en termes de déclaration de conflit d'intérêt, même si j'ai déjà eu une subvention de recherche de Pfizer pour regarder la prévalence d'anticorps contre le méningocoque B, je ne pense pas que ça me pose des gros problèmes de conflit d'intérêt face au vaccin, même contre la COVID de Pfizer, mais c'est important de le déclarer. Alors, en fait, évidemment, vous êtes tous au courant que dans la stratégie de vaccination en contexte de pénurie, on a priorisé la vaccination des travailleurs de la santé. On a aussi décidé donc d'administrer la première dose de vaccin au plus grand nombre. On a retardé la deuxième dose de vaccin qui a été mise avec un intervalle de 16 semaines. Et évidemment, tout ça, c'est fait. Ce que le comité sur l'immunisation avait recommandé, c'était évidemment, si on faisait ça, d'évaluer en temps réel l'efficacité vaccinale. Et évidemment, pour les travailleurs de la santé, on avait réalisé assez rapidement une étude qui a été publiée en fait dans la revue Clinical Infectious Disease, dans laquelle on montrait essentiellement, donc vous avez ici la couverture vaccinale chez les travailleurs de la santé. En bleu, c'est avec la première dose. En orange, on avait la deuxième dose. Et puis, même s'il y a
un début de deuxième dose au début janvier, c'est essentiellement à partir du mois d'avril où on a commencé à donner beaucoup de deuxième doses aux travailleurs de la santé. Et ce qu'on montrait, évidemment, ce qui nous intéressait, c'était combien de temps avait persisté la protection de la première dose. Et ce qu'on voyait sur la première figure ici, c'est qu'on avait l'impression qu'il y avait une baisse de l'efficacité dans la période de 16 semaines. Là, donc, 112 jours, on arrive à 16 semaines. On avait peut-être l'impression que ça pouvait baisser l'efficacité de la première dose. Mais lorsqu'on regardait chez les gens qui avaient été vaccinés initialement, on voyait que dans les premiers jours, ils avaient une efficacité, on pourrait appeler ça négative, très, très forte, qui montrait que les vaccinés, pendant la période où le vaccin n'a toujours pas agi, avaient un risque beaucoup plus élevé que les non-vaccinés. Et ça, évidemment, je pense que c'est important à garder en tête. Les travailleurs de la santé qui étaient priorisés étaient ceux qui étaient vraiment avec des soins, à donner des soins directs aux patients et donc qui avaient un risque beaucoup plus élevé que les non-vaccinés qui, eux, étaient soit des gens qui ne donnaient pas de soins directs ou qui en donnaient de façon moins intense. Et ce qu'on voyait, c'est que l'efficacité restait la même tout au long de la période. Et ceux qui avaient été vaccinés plus tard, donc le deuxième groupe de travailleurs de la santé, leur efficacité aussi se maintenait. Et l'apparente baisse qu'on avait ici était due au fait que quand on additionnait les deux groupes, on avait l'impression qu'en fin de parcours, on avait une baisse de l'efficacité. Alors, évidemment, là, ce que je vais vous présenter, c'est les données sur l'efficacité de 2 doses chez les adultes vivant en communauté. Évidemment, vous avez ici, sur cette première figure-là, la montée de la couverture vaccinale avec une première dose. Et évidemment, on peut voir que quand on arrive à peu près là, à la fin du mois de mai, la première dose est déjà largement complétée. Et la deuxième dose, elle, prend beaucoup son envol à partir on pourrait dire, du mois de juin, même s'il y a quelques doses qui sont données avant cette période-là. Et donc, on a fait une étude chez les gens donc, de 18 ans et plus vivant en communauté. On a enlevé les gens qui avaient fait l'infection avant la période à l'étude. On a exclu les personnes qui vivaient en milieu fermé, donc les données, les résultats ne s'appliqueront pas à ces gens-là. Et donc, on a trouvé comme cas, on prenait comme cas les gens qui avaient fait une infection confirmée par PCR, alors que nos témoins, c'est des gens qui avaient été testés aussi, mais dont le résultat était négatif. Et on a regardé la sévérité, la maladie pour plusieurs degrés de sévérité. Et on considérait que, pour ce que je vais vous présenter, les gens qui avaient reçu 2 doses avaient reçu ça depuis au moins 14 jours avant de devenir malades ou d'avoir leur test. Il y a eu des ajustements en fonction de l'âge, du sexe, de la région socio-économique et de la semaine épidémiologique. Et donc ici, ce qu'on présente, c'est les résultats qui sont disponibles maintenant sur l'infographie de l'INSPQ. Alors, quand on regarde, évidemment, on a les 2 vaccins ARN, Pfizer et Moderna, et vous avez les 2 premières barres ici qui sont pour les infections, quel que soit leur niveau de sévérité. Donc, en bleu, on a toutes les infections à partir du début du suivi, alors que pour le violet, ce sont les infections causées par le variant Delta ces infections-là sont arrivées essentiellement à partir du mois d'août. Et donc, la période analysée pour le Delta est le mois d'août. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que qu'on prenne toutes les infections ou qu'on prenne le Delta, il y a petite différence, mais qui n'est pas très marquée, que ce soit avec le vaccin de Pfizer ou avec le vaccin de Moderna. Mais en fait, je pense que la très bonne nouvelle, c'est que quand on regarde ici, pour les hospitalisations, avec l'ensemble des infections, avec les variants Delta, qu'on prenne le vaccin de Pfizer, le vaccin de Moderna, le vaccin d'AstraZeneca ou une première dose d'AstraZeneca ou suivie d'un vaccin ARN, on avait une excellente efficacité à autour de 95 %. Évidemment, quand on regarde le vaccin d'AstraZeneca, on peut voir que par rapport au vaccin à ARN, il y a l'air d'avoir une baisse de la de toute sévérité. Cette baisse-là est un peu plus marquée avec le variant Delta.
Mais les gens qui ont reçu, ça c'est pour les gens qui ont reçu 2 doses de vaccin AstraZeneca. Par contre, ceux qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca suivie d'une dose de vaccin ARN, on voit que leur protection est à peu près équivalente à ce qu'on retrouve avec le vaccin ici de Pfizer et la même chose contre le variant Delta. Donc, ce qu'on voit, moins bonne protection contre l'infection, mais aussi bonne protection contre l'hospitalisation avec 2 doses d'AstraZeneca. Par contre, les gens qui ont reçu le vaccin d'AstraZeneca suivi d'une dose d'ARN ont une protection à peu près semblable à ce qu'on retrouve chez les gens qui ont reçu 2 doses de vaccin à ARN. Évidemment, un des points qui caractérise ce qui s'est produit au Québec puis au Canada, c'est que même si le vaccin était homologué avec un intervalle minimal entre les doses de 3 ou 4 semaines, 3 semaines pour Pfizer, 4 semaines pour Moderna, dans la réalité, la grande majorité des gens ont reçu leurs 2 doses avec un intervalle bien au-delà de ce qui était recommandé par les manufacturiers et on a donc la majorité de nos personnes qui ont reçu leur 2e dose entre 9 et 16 semaines, d'intervalle. Mais ce qui est assez remarquable, c'est que excusez-moi, lorsqu'on regarde la protection contre l'hospitalisation, on voit que ceux qui ont reçu leur 2e dose avec un intervalle comme ce qui était recommandé par le manufacturier, avait une protection qui était légèrement plus faible que ce qu'on obtenait lorsqu'on regardait à 7 ou 8 semaines. Et là, à partir de là, ça plafonne et ça reste semblable, même avec un intervalle plus long. Ça ne s'améliore pas. Au niveau de la prévention de l'infection, on voit un peu la même chose pour le vaccin de Pfizer. Pour le vaccin de Moderna, il y a aussi une différence. Si on prenait ça, donc 4 semaines ici par rapport à 7-8 semaines, il y a une différence, mais qui est moins marquée. Et pour le vaccin d'AstraZeneca, on n'a pas beaucoup de monde ici. Alors, il y a des grands intervalles de confiance qui ne sont pas montrés là, sur l'infographie pour, je dirais, faire que le message soit relativement clair. Mais on voit aussi donc une augmentation de l'efficacité lorsque l'intervalle est plus grand que ce qu'on avait comme intervalle minimal recommandé. Lorsqu'on regarde dans les différents groupes d'âge, alors là, ici, je le présente seulement pour Pfizer, mais c'est un peu la même chose pour les autres produits. On a cette augmentation-là de l'efficacité dans tous les groupes d'âge. Et donc, l'intervalle minimal recommandé par les manufacturiers est certainement quelque chose qui peut, je dirais, là, faire que l'efficacité, puis là, on parle vraiment contre l'infection, parce que pour les hospitalisations, c'est moins marqué. Donc, il y a un effet de la durée de l'intervalle entre la première et la 2e dose pour la protection contre l'infection. Évidemment, une des grandes questions qui se posent, c'est est-ce que la protection dure longtemps? Bien, évidemment, cette infographie-là a mis ensemble tous les vaccins qui ont été administrés et on voit que pour la protection contre l'hospitalisation en orange, on a une protection qui se maintient là, très, très bien tout au cours des mois de suivi. Évidemment, on n'a pas un suivi très long. On n'a pas un suivi à 12 mois. On a un suivi au maximum d'à peu près 6 mois. Et la même chose pour la protection contre l'infection qui se maintient aussi au cours de la période. Alors, évidemment, quand on parle d'un mois ici, on a pris les premiers 14 jours qui suivent la 2e dose et on commence notre mois à partir du 15e jour jusqu'à 30 jours plus tard, donc au jour 45, 4 semaines plus tard, donc jusqu'au jour 42 et la même chose par la suite. Donc, la protection qu'on a avec le vaccin semble, dans les données qu'on a au Québec, protéger très bien contre l'infection, de façon excellente contre l'infection, de façon très bonne contre, les hospitalisations, excellente, très bonne contre l'infection et que ça se maintienne à travers tout ça. Donc,
je viens de le dire, l'efficacité elle est très bonne contre les issues sévères, quel que soit le vaccin. Et ça, même le vaccin AstraZeneca, pour lesquels des gens peuvent avoir des inquiétudes, on est très bien protégé contre les grands risques liés à la COVID. Et ça, même pour le variant Delta change peu les résultats de l'efficacité contre les hospitalisations. L'efficacité contre l'infection est plus faible chez les gens qui ont reçu seulement du vaccin d'AstraZeneca, qu'on appelle le ChAd-Ox1 donc, c'est un vaccin chimérique à l'adénovirus. Et donc, c'est un peu plus faible que ceux qui ont reçu soit un calendrier avec 2 doses de vaccin ARN ou un calendrier avec un vaccin AstraZeneca suivi d'un vaccin ARN. Et ça, c'est plus marqué avec le variant Delta. Et évidemment, on peut se poser des questions sur est-ce que ces gens-là pourraient avoir un impact en termes de la transmission avec le variant Delta. Et je pense qu'il y a des questions qui sont posées au comité expert actuellement. Est-ce qu'on devrait faire quelque chose pour les gens qui ont reçu seulement le vaccin d'AstraZeneca? Évidemment, la protection vaccinale contre évidemment les hospitalisations, ça s'améliore aussi, mais surtout contre toute infection, semble augmenter avec un plus grand intervalle et entre les doses. Et peut-être que ce qu'on devrait garder comme message, c'est de peut-être pas utiliser l'intervalle minimal entre les doses tel que recommandé par le manufacturier, mais plutôt aller vers un intervalle un peu plus grand. On ne voyait pas de diminution de l'efficacité liée au délai depuis la dernière dose, mais évidemment, notre suivi est relativement court. Alors, ces données-là, ces résultats-là sont basés sur des données de surveillance et sur l'ensemble des tests que les gens ont passés. Évidemment, les indications de tester ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a des gens qui étaient là parce qu'ils étaient admis à l'hôpital pour autres raisons, pouvaient être testés. Il y a des gens qui étaient testés parce qu'ils étaient symptomatiques, d'autres qui étaient testés dans le cadre d'investigation de contact. Mais tout ça, évidemment, ça peut jouer un certain rôle. On a des variants Delta qui ont été identifiés par criblage et séquençage. Essentiellement, à partir du mois de septembre, on a une grande prédominance du variant Delta qui est ce qui, je dirais, là, est le moteur de l'épidémiologie actuelle. Malgré nos ajustements, il peut rester des biais et de la confusion résiduelle. Il faut garder en tête que l'essai randomisé de Pfizer avait montré une efficacité de 93 % avec un intervalle de 3 semaines, ce qui peut paraître un petit peu contradictoire avec ce qu'on a trouvé. Par contre, il faut voir que dans l'essai clinique, lorsqu'ils ont suivi les gens à travers les 6 mois là, de l'essai clinique, ils notaient même chez Pfizer une diminution partant de 93 % pour arriver autour de 86 % à la fin de la période. Donc, il y avait une petite baisse là, qui était notée même dans l'essai clinique. Évidemment, on compare des personnes vaccinées à des personnes non vaccinées et plus on se ramasse avec une faible proportion de la population qui est non vaccinée, plus on doit être soucieux de s'assurer que les personnes non vaccinées soient comparables en termes de comportement pour acquérir l'infection à celle des personnes vaccinées. Et ça, on n'est pas toujours certain que ça soit vrai. Bon, évidemment, en termes de stratification, quand on parle de l'intervalle du délai, on peut se ramasser avec des petits nombres, des larges intervalles de confiance. Et évidemment, ce ne sont pas des données qui s'appliquent aux adolescents ou aux personnes âgées en milieu fermé. Donc, on a une très bonne efficacité après 2 doses pour prévenir les issues graves. On a une très bonne efficacité contre l'infection, même avec l'arrivée du variant Delta. Et évidemment, avec ces données-là, on peut penser qu'il y a peut-être des ajustements à la stratégie de vaccination pour essayer de réduire la transmission. Évidemment, l'ajustement à notre stratégie, la partie la plus importante, ça va être la vaccination des enfants, mais est-ce qu'on doit donner des doses de rappel aux personnes plus jeunes actuellement quand on regarde que la protection persiste très, très bien à travers le temps? Ben, en tout cas, les données québécoises ne semblent pas suggérer ça. Et finalement, la capacité à transmettre des cas vaccinés
puisqu'on parle par exemple des gens vaccinés avec AstraZeneca, bien, va peut-être affecter la population, mais le fait de devenir infecté malgré la vaccination ne veut pas dire qu'on va être nécessairement aussi contagieux qu'un individu non vacciné. Et ça, évidemment, ça pourrait avoir des impacts. Alors, j'arrêterai ici et puis simplement pour vous dire que il y a une mise à jour de ces données-là qui devrait être soumis pour publication la semaine prochaine et le document va être disponible publiquement là, sur le site de Medrix, là, qui est un site de prépublication qui donne les résultats les plus à jour, mais essentiellement, ce qu'on voit même avec les données plus récentes, c'est exactement la même chose que ce qu'on voyait dans les données qui ont été analysées et que je vous ai présentées. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Dessert. C'était très intéressant avec toutes les données qu'on reçoit. C'est toujours un peu compliqué d'avoir un peu le topo des données sur la vaccination. Donc, je vais maintenant passer à la période de questions. Je vais faire ça rapidement. Dans le fond, on a une question pour Valérie Desrosiers. Ça demandait pour au niveau des documents des présentateurs. C'est sûr que le webinaire est enregistré, donc ça va être disponible probablement au courant de la semaine prochaine. Vous pourrez y avoir accès. Puis de plus, toutes les données qui ont été dites par Dr. Dessert sont aussi également disponibles à l'INSPQ, puis comme il vous a dit au niveau des autres données pour Medrix. Pour Anne Yang, en fait, on a une question, c'est est-ce que des études sérologiques existent pour mesurer les anticorps et voir si une différence existe réellement avec la différence d'intervalle? Ouais, je vais vous laisser répondre à cette partie. Oui, il y a eu des études. Il y en a d'ailleurs une qui a été faite à Montréal, mais il y a quelques études sérologiques qui ont bien mis en évidence que la réponse immunitaire, lorsqu'on donne une dose de vaccin, la deuxième dose de vaccin avec 3 ou 4 semaines d'intervalle par rapport à un intervalle plus grand, la réponse immunitaire est meilleure, elle est plus forte. Et en fait, il faut voir que le système immunitaire, c'est un système qui raffine sa réponse avec le temps. Et donc, lorsqu'on a une première stimulation par un vaccin ou une infection, notre système immunitaire, évidemment, il doit répondre vite pour, j'allais dire, arrêter la multiplication du virus, mais en même temps, elle va continuer à se développer pour développer les cellules mémoire. Et les cellules mémoire, ce qu'on veut, c'est d'avoir des anticorps ou des cellules, des cellules immunitaires pour le système cellulaire qui soient avec la meilleure affinité, la meilleure capacité de bien se fixer sur le virus si jamais il se représente. Et ça, ce n'est pas terminé après 3 semaines. Ça continue à évoluer. Et si on donne la deuxième dose plus rapidement, ça va se produire à un moment où là, le système est restimulé, mais n'a pas, je dirais, perfectionné sa réponse. Et donc, il y a des articles, et quand ce qu'on soumet sur Medrix va être disponible, vous pourrez trouver des références qui vous indiquent là, ce que ces études sérologiques-là ont montré. Super, merci beaucoup. Je vais passer à une deuxième question. Ça va être la dernière, malheureusement. Mais merci beaucoup pour tout le monde pour vos questions. Si une personne a reçu 2 doses puis elle a fait la maladie 2 mois plus tard, est-ce que vous recommandez une autre dose de vaccin? Alors, actuellement, quelqu'un qui a reçu 2 doses, qui a fait la maladie, il n'y a pas de recommandation de lui administrer une dose de vaccin. Est-ce que c'est une chose qui pourrait évoluer avec le temps? Peut-être, mais pour le moment, donc, c'est sûr que quelqu'un qui a déjà reçu 2 doses et qui a fait l'infection, ce n'est pas du tout évident là, on n'a pas de données qui nous suggérerait qu'on va pouvoir améliorer sa situation en lui donnant une dose de rappel. Mais peut-être que des données à ce sujet-là seront éventuellement produites quelque part dans le monde et pourront nous informer. Mais évidemment, c'est vrai que des gens avec 2 doses peuvent faire l'infection. À chaque jour, quand on regarde dans le rapport de Vigie, on voit là, des gens qui ont été infectés parmi les vaccinés. Heureusement, leur risque est beaucoup plus faible
Actuellement, quand on regarde là, sur ce qui est publié au niveau du gouvernement du Québec, ils font toujours le taux chez les non-vaccinés, le taux chez les vaccinés, et on voit que c'est 7 ou 8 fois plus élevé là, chez les non-vaccinés que chez les vaccinés. Mais pour le moment, il n'y a pas de recommandation additionnelle pour les gens doublement vaccinés qui, malgré tout, font l'infection. Super. Bien, merci beaucoup, Dr. Dessert, pour ces propos très éclairants. On va maintenant passer à la présentation de Dr. Josée Mascotte sur la gestion des travailleurs de la santé. Et désolée pour au niveau des questions, on n'a pas pu toutes les couvrir. Malheureusement, on est un peu restreint par le temps. Donc, merci de votre compréhension par rapport à ça. Donc, je cède la parole à Dr. Mascotte. Bonjour. Alors, merci de me donner l'opportunité de faire cette présentation. J'espère que je vais être à la hauteur. Là, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK. Bon. J'ai de la misère. Excusez. Bon, je vais me mettre en diaporama. Est-ce que ça va comme ça? Oui. Parfait. Donc, c'est ça, l'objectif. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de la gestion des travailleurs de la santé dans les milieux de soins. Je déclare que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Les objectifs de la présentation, donc, c'est vraiment de résumer la prise en charge des travailleurs de la santé selon le type d'exposition à un cas de COVID, que ce soit en milieu de soins ou dans la communauté. Donc, c'est principalement le document là, dont la version 2.0 a été publiée en septembre dernier. Et on va aussi expliquer la démarche à travers des mises en situation. Le plan de la présentation, je vais vous parler un petit peu du contexte épidémiologique actuel. On va ensuite voir c'est quoi les éléments nouveaux dans la prise en charge des travailleurs de la santé selon le type d'exposition, si l'exposition a lieu en milieu de soins ou en communauté, en tenant compte évidemment du statut vaccinal de notre travailleur de la santé, et on va aussi faire quelques mises en situation. L'épidémiologie de la 4e vague. Alors, comme vous voyez ici, c'est un graphique qui présente le nombre de cas confirmés de COVID-19 par jour au Québec depuis, ici en petit, vous avez depuis le début de la pandémie avec la première, deuxième, troisième et 4e vague. Quand on se concentre sur la 4e vague là, qui a débuté à la mi-juillet, comme vous pouvez voir, on observe une certaine aplatissement de la courbe. Mais on ne sait pas pour la suite, mais en tout cas, ça fait en sorte que, bien entendu, la 4e vague est quand même de moins grande amplitude là, que les vagues précédentes. Au niveau des cas confirmés, ça, c'est des données là, qui sont disponibles sur le site web de l'Institut, sur le rapport épidémiologique quotidien. Alors, quand on regarde par groupe d'âge, comme vous pouvez le voir, bien, c'est surtout les 0 à 19 ans là, qui sont les plus touchés dans cette 4e vague-là. C'est un peu normal considérant qu'il y a quand même une bonne... Les enfants de moins d'11 ans ne sont pas vaccinés, ne peuvent pas être vaccinés pour l'instant. Et on voit que pour les 20 à 39 ans, qui étaient aussi là, en majorité touchés depuis le début de la 4e vague, on voit que depuis la mi-septembre, ils sont de moins en moins la proportion qu'ils occupent parmi l'ensemble des cas tend à diminuer. Au niveau de l'évolution de la proportion des variants préoccupants, donc c'est suivi au niveau du Québec depuis février 2021, on voit que l'hiver dernier, il y avait quand même une proportion importante de variants non préoccupants. On voit que le variant alpha a prédominé là, pendant l'hiver, printemps, tout ça. Le variant Delta, les premiers cas sont apparus aux alentours du mois de mai. Et ce qu'on constate, c'est que justement, c'est lui qui a pris toute la place. Les variants non préoccupants,
sont presque plus présents. Là, je veux dire, c'est moins de 10 % et on voit que même parmi les variants préoccupants, ben, c'est Delta là, qui est le principal. C'est que le Delta, si on veut, qui a pris toute la place là, par rapport aux autres variants. On a parlé du variant Mu. Vous en avez, ça a été parlé dans les médias. C'est juste pour vous dire que le variant Mu, il est quand même suivi là, au niveau du Laboratoire de santé publique du Québec et aussi de la SPC depuis le mois d'août. Mais étant donné que, comme je vous dis, c'est principalement du Delta, bien, il y a eu peut-être une centaine de cas là, de variant Mu au Québec là, dans le courant du mois d'août, mais au cours des dernières semaines, là, il y a une très faible circulation de ce variant-là, considérant que c'est le Delta là, qui circule au Québec. Ça, c'est les données qui sont disponibles. C'est un peu ce à quoi faisait référence Dr. Dessert tantôt. Donc, les données du tableau de bord là, qui sont aussi disponibles, là, bien, quand on voit les non-vaccinés ou qui auraient eu une première dose depuis moins de 14 jours. Alors, quand on regarde sur l'ensemble des nouveaux cas des 28 derniers jours, bien, ils représentent quand même 66 % des cas. Et le taux d'incidence par 100 000 personnes, justement, sur les 28 derniers jours est de 18. Et quand on regarde les nouvelles hospitalisations, bien, on voit justement que nos non-vaccinés bien, représentent 61 % des nouvelles hospitalisations des 28 derniers jours et le taux d'incidence est de 0,69 par 100 000 versus nos personnes vaccinées 2 doses. C'est sûr que, bon, on se dit, bien, mon Dieu, il y a quand même eu 125 cas c'est des personnes vaccinées 2 doses, mais par contre, quand on regarde l'incidence est quand même beaucoup plus faible. L'incidence est de 2,63, puis il représente 30 % là, de l'ensemble des cas des 28 derniers jours. Puis au niveau des hospitalisations, bien, là aussi, on voit que l'incidence des personnes vaccinées parmi les cas hospitalisés est de 0,13 et qui représente une proportion de 34 % de toutes les nouvelles hospitalisations des 28 derniers jours. Quand on regarde donc le risque par rapport à une personne vaccinée 2 doses, donc, une personne non vaccinée, son risque d'infection est presque 7 fois plus élevé qu'une personne qui est vaccinée 2 doses. Et personne vaccinée 1 dose, c'est 2,6. Puis au niveau de l'hospitalisation, une personne non vaccinée, bien, son risque d'hospitalisation est 21 fois plus élevé qu'une personne qui serait vaccinée 2 doses. La couverture vaccinale des travailleurs de la santé, selon les données publiées là, pour les taux de couverture vaccinale, les données du 20 octobre, les données en date d'hier, on voit que nos travailleurs de la santé, il y a 96 % qui ont reçu au moins une dose de vaccin, puis il y en a 94 % qui sont adéquatement vaccinés. Et quand on regarde au niveau de s'il y a des différences entre certaines professions, bien, on voit que médecins, infirmières puis infirmières auxiliaires, là, on a quand même, là, ça varie de 90 à 98 % de ces professionnels-là qui sont adéquatement vaccinés. Maintenant, on va vous présenter les principaux changements, justement, dans le document du 5 là, sur la gestion des travailleurs de la santé qui sont présentes dans la version du 15 septembre 2021. Alors, parmi les ajustements qui ont été faits, on a fait des ajustements, justement, des recommandations suite à un contact avec un cas confirmé de COVID. Donc, pour nos travailleurs de la santé protégés, donc, vous avez les définitions ici, soit qui ont été vaccinés avec 2 doses ou ils ont déjà fait un épisode de COVID récent. Bien, pour les travailleurs de la santé exposés en milieu de soins, qui n'ont aucun symptôme, bien, ceux-ci ne sont pas retirés du travail. Ils doivent respecter, bien sûr, de façon stricte les mesures de PCI lorsqu'ils sont présents sur leur lieu de travail à l'hôpital ou bien, dans un milieu de soins. Et ce qu'on a rajouté,
Puis, bon, même si les recommandations sont sorties en septembre, ça avait été quand même discuté au cours de l'été. Puis c'est sûr qu'on avait une petite crainte là, que l'efficacité vaccinale soit moindre par rapport aux variantes Delta. C'est pour ça qu'on a ajouté de justement procéder à un dépistage de ces travailleurs de la santé-là. Au moins une fois, entre le 3e et le 5e jour suivant la première exposition. Et on peut répéter le dépistage une 2e fois. Puis, mais avec ce que le Dr. Dessert vous a présenté un peu plus tôt, bien, on sait maintenant, on a beaucoup plus de données justement d'efficacité vaccinale par rapport au Delta, que ce soit des données internationales ou même québécoises. Puis, on voit que finalement, oui, il y a une petite baisse d'efficacité vaccinale, mais c'est quand même pas, c'est beaucoup moins pire que ce qu'on craignait. Au niveau des partiellement protégés, alors là aussi, un travailleur de la santé qui est exposé en milieu de soins et qui ne présente pas de symptômes, bien, on ne le retirait pas du travail. Il faut qu'il respecte les mesures de PCI. C'est recommandé de dépister 2 fois, entre le 3e et le 5e jour et au jour 8 et 9. Et il doit faire l'autosurveillance des symptômes, l'auto-isolement strict lorsqu'il est au travail. Et pour ce qui concerne les consignes relatives à l'isolement préventif à la maison après son quart de travail, ce qui doivent rester en isolement à la maison, bien ça, c'est ce qui a été spécifié, c'est de suivre les directives de la santé publique. Un travailleur de santé sans symptômes et qui est exposé en communauté. Alors, donc, nos travailleurs de la santé qui sont protégés, donc, exemple, un travailleur de la santé vacciné 2 doses. Il y a la nouveauté, on dit, bon, aucun retrait du travail. Par contre, ce qu'on a amené comme précision, c'est que si le travailleur de la santé habite avec le cas, c'est important de limiter les contacts avec le cas de COVID. Puis, si c'est impossible, par exemple, si le cas est un jeune enfant, bien, ce qu'on dit, c'est que la mesure pourrait être modulée selon l'évaluation de risque. Donc, avant la version précédente, on ne les retirait pas, mais ils étaient dépistés. Maintenant, ce qu'on dit, pour le retrait au travail, il faut quand même évaluer, surtout pour les contacts domiciliaires. Un travailleur de la santé, exemple, vacciné 2 doses, mais qui a eu un contact domiciliaire avec un cas de COVID, bien, ce qu'on a ajouté comme nouveauté, de dire, bien, par rapport au retrait du travail, bien, ça se peut qu'on ait besoin de moduler cette consigne-là selon l'évaluation de risque. C'est la nouveauté. Et bien entendu, il devrait être dépisté aux jours 3 et 5 et aux jours 8 et 9 après l'exposition au cas de COVID. Les partiellement protégés, bien ça, là aussi, la seule différence, c'est que, bon, aucun retrait du travail, ça, c'est rien de nouveau, mais par contre, on a ajouté là aussi que à savoir, peut-être que dans certaines circonstances, il pourrait être recommandé de le retirer, bien là, on doit faire une certaine évaluation du risque là, pour savoir si on ne recommanderait pas un retrait du travail dans certaines situations particulières. Puis, bien entendu, quand ces travailleurs de la santé-là ne sont pas retirés, bien, c'est important qu'ils fassent l'auto-isolement strict lorsqu'ils sont au travail. Puis là aussi, l'isolement préventif à la maison. Après le quart de travail, bien, on va suivre les directives de la Direction de santé publique. Alors, en quoi ça consiste l'auto-isolement au travail? Donc, ce qui est précisé dans le document, c'est que le travailleur de la santé doit jusqu'à 10 jours suivant la dernière exposition, bien, porter un masque médical pendant le travail. Ça fait partie des consignes sanitaires qui devraient être appliquées en tout temps. Mais à ce moment-là, ce qu'on recommande, c'est de dire, bien, c'est important qu'ils ne prennent pas ses pauses ou ses repas dans un lieu partagé parce que, bien entendu, lorsqu'il va s'alimenter, il va enlever son masque, bien, de ne pas justement être en contact avec d'autres travailleurs de la santé à moins de 2 mètres alors qu'il ne porte pas son masque. Et travailler idéalement dans une seule installation selon les modalités locales de l'employeur, bien, c'est ça. Éviter peut-être là, que ce travailleur de la santé-là aille travailler dans plusieurs établissements là, alors qu'il est
même s'il n'est pas retiré du travail, il reste quand même qu'il est en période d'observation pour s'assurer qu'il ne développera pas l'infection après une exposition considérée à risque. Nos travailleurs de la santé non protégés, bien ça, il n'y a pas de différence. Que l'exposition ait eu lieu en milieu de soins ou en communauté, c'est la même consigne, c'est-à-dire qu'un travailleur de la santé non protégé, il n'y a pas de symptômes, bien, on ne prend pas de chance quand même, il est retiré du travail, il doit être en isolement préventif à la maison pour 10 jours. Il doit procéder à l'autosurveillance des symptômes pour 14 jours et, bien entendu, devra subir 2 dépistages par TAN entre le jour 3 et 5, suivant la première exposition, et également au jour 8 ou 9 après la dernière. Un travailleur de la santé qui a des symptômes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec dans ce contexte-là? Bien, tout travailleur de la santé qui a des symptômes compatibles avec la COVID, qui soit protégé, partiellement protégé ou non protégé, on a la même conduite. Il faut qu'il soit dépisté par TAN dès le début des symptômes et il doit être retiré du travail, être en isolement préventif à la maison dans l'attente des résultats. La majorité du temps, les résultats arrivent quand même assez rapidement, dans un délai de 24-48 heures. S'il n'était pas en retrait du travail, parce que, mettons, il n'y a pas eu d'exposition à risque, bien, à ce moment-là, je ne sais pas, il a été dépisté lors d'un dépistage d'unité de soins parce qu'on est en présence d'éclosion. Bien, s'il n'y avait pas de symptômes, qu'il n'y avait pas d'exposition à risque, c'est-à-dire s'il y avait des symptômes, mais il n'y avait pas eu d'exposition à risque, on l'a testé, finalement, il est négatif. Bien, s'il y a une amélioration de ses symptômes, à ce moment-là, il peut retourner au travail. Si, par contre, il y a une augmentation des symptômes, bien, on doit répéter le test 24 heures après le test précédent, puis on le maintient en isolement à la maison en attendant. Puis, si nécessaire, bien, il faut envisager d'autres diagnostics et d'autres tests parce que oui, on commence par tester par la COVID, mais il y a quand même d'autres virus respiratoires qui ont déjà commencé à circuler. Puis, bien, ça peut être une infection par un virus respiratoire syncytial. Puis, bien, éventuellement, quand la grippe va commencer à circuler, ça peut être aussi une infection causée par l'influenza. S'il était déjà en retrait de travail, parce qu'il y avait eu une exposition à risque, fait qu'admettons, il y avait eu une exposition, que ce soit en communauté ou en milieu de soins, il était en retrait de travail, il a débuté des symptômes, il est allé se faire tester, on va dire, au jour 2 de son retrait. Bien, on doit quand même si son test était négatif, on doit quand même maintenir son isolement préventif à la maison pour 10 jours. Et ça va être important de répéter le dépistage par TAN entre 3 et 5 jours suivant la première exposition et bien entendu, une deuxième fois au jour 8 et 9. Maintenant, passons à quelques mises en situation. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça serait peut-être intéressant, si c'est possible pour vous, d'avoir une copie papier du dernier document, ou sinon, peut-être, si vous avez 2 écrans, d'ouvrir la version qui est disponible en ligne, là, parce qu'on va référer souvent aux tableaux là, qui sont dans la mise à jour qui est disponible sur le web. Donc, puis pendant les mises en situation, je vais vous présenter la mise en situation. Après ça, on va vous adresser une question. Puis, vous allez voir apparaître à l'écran le choix de réponse. On vous invite à répondre, puis on va pouvoir voir justement les réponses de tout le monde. Donc, première mise en situation. Madame Urtubise est admise à l'hôpital pour une fracture compliquée de la cheville suite à une chute. Elle n'a pas eu de dépistage à l'admission car elle était adéquatement vaccinée puisqu'elle s'est faite vacciner en Floride l'hiver dernier. Malgré ça, elle a commencé à présenter des symptômes, céphalée, mal de gorge, myalgie, si bien qu'on lui a fait un dépistage pour le SRAS-CoV-2 36 heures après son admission, considérant les symptômes qu'elle présentait, et son résultat est positif.
en questionnant la dame, vous apprenez que sa fille l'a appelé ce matin pour lui dire que son petit-fils de 5 ans, qui était malade, il est malheureusement positif pour la COVID. Et la dame vous dit, c'est-tu de valeur, mais elle était allée souper chez sa fille, puis elle avait joué avec ses petits-enfants quelques jours précédant son admission. Donc, quelles recommandations allez-vous donner au regard des dépistages et du retrait du travail des travailleurs de la santé qui ont été identifiés comme des contacts étroits pour les 36 heures qu'elles n'étaient pas en isolement COVID? Le choix de réponse. A. Pas de retrait du travail, respect strict des mesures de PCI et autosurveillance des symptômes. B. On les retire du travail, doivent pratiquer l'auto-isolement. Non, il n'y a pas de retrait. Auto-isolement strict lorsqu'au travail, on les dépiste 2 fois et, bien entendu, ils doivent faire l'autosurveillance des symptômes. Pas de retrait, respect strict des mesures de PCI, on les dépiste une seule fois, suivant l'exposition, puis ils surveillent leurs symptômes. Ils sont retirés du travail, on les met en isolement préventif, ils doivent être dépistés 2 fois, ou toutes ces réponses. As-tu des problèmes, Abigail? Ça dit qu'ils ne peuvent pas voter? Non, tout le monde est en train de voter en ce moment. Okay, c'est bon. Parce que moi, vu que je suis un autre, moi, je n'ai pas le droit de voter. Je viens de voir ça écrit en petit. Non, les réponses rentrent des participants. Je vais donner peut-être un autre 10 secondes. Parfait. Est-ce que tu vas présenter les résultats? Oui, parfait. Merci beaucoup. Donc, on voit que c'est quand même partagé entre pas de retrait et il y en a un petit 4 qui les retiraient du travail, puis il y en a quand même 20 qui disent que toutes ces réponses. Alors, si je fais close, ça va marcher? Oui, parfait. Maintenant, allons voir les réponses. Donc, la réponse c'était E, c'était toutes ces réponses, parce que vous en êtes probablement rendu compte, là, il manquait certaines informations. Entre autres, on ne vous disait pas si les travailleurs de la santé étaient vaccinés ou pas. Donc, l'objectif de cette mise en situation-là, c'est de vous dire, vous avez eu une présentation la semaine dernière, justement, sur le document concernant la gestion des éclosions. Donc, dans ce document-là, ce qu'on vous dit justement, en présence d'un cas unique confirmé COVID, exemple, un usager qui n'était pas sous précaution additionnelle, mais qu'on pense que l'acquisition est communautaire, comme c'était le cas avec l'exemple, à ce moment-là, ce qu'on vous dit, dans le document gestion éclosion, on vous disait comment gérer les usagers, mais pour les travailleurs de la santé, on vous disait, peu importe le statut immunitaire, qu'il fallait se référer au document gestion des travailleurs de la santé. Donc, quand on regarde gestion des travailleurs de la santé en milieu de soins, à ce moment-là, il faut se référer au tableau 1 de ce document-là qui est justement pour les travailleurs de la santé qui ont eu une exposition en milieu de soins. Mais dans le fond, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que le retrait au travail de ces travailleurs de la santé-là, dans le fond, ça va dépendre de leur niveau de protection. Est-ce qu'ils sont protégés ou pas? Mais il faut beaucoup, je veux dire, le principal critère pour décider s'ils doivent être retirés ou pas, puis dépistés ou pas, c'est est-ce qu'ils portaient leurs EPI. Fait qu'un travailleur de la santé qui portait adéquatement ses EPI lors d'une intervention avec IMGA ou sans IMGA, s'il portait adéquatement ses EPI, on considère qu'il était adéquatement protégé. Puis à ce moment-là, c'est pour ça que dans le document gestion des travailleurs de la santé, ce qu'on vous dit, c'est qu'ils ne doivent pas être retirés. Par contre, ils vont demeurer au travail, mais c'est important qu'ils respectent les mesures de PCI et qu'ils fassent l'autosurveillance des symptômes. Par contre, si, dépendamment, que ce soit lors d'une IMGA ou sans IMGA, s'ils ne portaient pas adéquatement l'équipement de protection,
bien là, à ce moment-là, les considérés protégés ne seront pas retirés, mais comme je vous ai dit, on va quand même les dépister 2 fois. Et pour les autres, les partiellement protégés ne seront pas retirés non plus, mais ils vont être dépistés. Puis les non protégés, bien entendu, ils vont être retirés du travail pour 10 jours. Passons à la mise en situation numéro 2. Donc, vous avez un appel du bureau de santé. Un travailleur de la santé vacciné 2 doses a appelé pour dire que sa fille de 11 ans vient d'être testée positif au SRAS-CoV-2 parce qu'elle avait des symptômes de mal de gorge et de toux récents. Sa conjointe est partie s'isoler avec sa fille au chalet. Donc, le bureau de santé veut savoir, est-ce que ce travailleur de la santé-là doit être retiré du travail et dépisté? Donc, le choix de réponse. Pas de retrait du travail, mais on va le dépister au moins une fois entre le 3e et le 5e jour suivant l'exposition. Pas de retrait du travail, on va le dépister 2 fois entre le jour 3 et 5 puis le jour 8 et 9. Puis, bien entendu, il fait l'autosurveillance des symptômes puis il respecte les mesures de PC lorsqu'au travail. Ou on le retire du travail puis on le met en isolement préventif pour 10 jours puis on va le dépister une fois. Et D, on le retire, il est en isolement préventif et on va le dépister là aussi 2 fois. On vous invite à répondre à la question. Donc, encore quelques secondes. Donc, là aussi, c'est partagé, mais il y a quand même une majorité de répondants que vous dites pas de retrait du travail, respect strict des mesures de PCI. Très bien. Donc, la bonne réponse, c'est B. Pas de retrait du travail. Il respecte bien sûr les mesures de PCI, il doit faire l'autosurveillance des symptômes. Et c'est recommandé de le dépister 2 fois. Alors, entre 3 et 5 jours suivant la première exposition et au jour 8 et 9 suivant la dernière exposition. Donc, vous trouvez ces recommandations-là dans le tableau 2, justement, travailleur de la santé asymptomatique qui est exposé en communauté. Alors, pour les travailleurs considérés protégés, c'est marqué aucun retrait, là, comme je vous ai dit, là, que je vous ai présenté précédemment. Aucun retrait, mais par contre, ben, on a ajouté là, que s'il habite avec le cas, si c'est possible pour lui de limiter les contacts, bien, à ce moment-là, ça peut faire en sorte justement que ce n'est peut-être pas nécessaire de le retirer parce que sans que ce soit une exposition comme ce qu'on peut observer en milieu de soins, il peut avoir eu quand même des expositions ponctuelles. Puis là, à partir du moment qu'on a su que l'enfant était positif, vu que l'enfant a été sorti de la maison, bien là, à ce moment-là, bien, il n'y en aura plus de contact avec l'enfant malade jusqu'à temps que l'enfant ait pu considérer contagieux. C'est pour ça que dans ce cas-ci, là, dans le fond, ce qu'on veut que vous reteniez, c'est que c'est important de faire une évaluation du risque. Puis à ce moment-là, bien, on vous invite à en discuter avec la direction de santé publique. Parce qu'eux, pour tout nouveau cas, ils font une enquête. Fait que donc, ils vont avoir peut-être plus d'informations là, par rapport à justement c'était quoi les symptômes présentés par l'enfant malade. Est-ce qu'effectivement, c'est le travailleur de la santé qui est le père? Ben oui, il y a eu quelques contacts, mais si à partir du moment qu'on a su que l'enfant était positif, s'il est retiré de la maison, puis à ce moment-là, on sait que le travailleur de la santé, il n'y aura plus de contact. Fait que c'est pour ça que dans ce contexte-là, puis il est vacciné 2 doses. On peut dire, bon, ben, on pense que c'est peu probable qu'il ait acquis l'infection parce que, justement, lors de contact domiciliaire, le risque de transmission d'infection là, est pas nécessairement de 100 %. Là.
c'est aux alentours de 30 % selon les études. Bon, on dit que le variant Delta est un peu plus contagieux, mais là, quand même, le travail de la santé, puisqu'il est vacciné 2 doses, bien, ça diminue là, ses chances qu'il ait été contaminé. Fait que c'est pour ça que le message à retenir, c'est qu'on évalue le risque, à savoir, bon, on part du principe que normalement, il ne devrait pas y avoir de retrait, mais il faut faire quand même une évaluation du contexte. Puis, même s'il n'y a pas de retrait, bien, c'est important que cette personne-là soit dépistée 2 fois, là, 3 à 5 jours suivant la première exposition, puis l'autre au jour 8 et 9 suivant la dernière. Une autre mise en situation. Alors, donc là, c'est encore un appel du bureau de santé. Cette fois-ci, c'est une travailleuse de la santé vaccinée 2 doses qui a avisé que c'est son enfant de 18 mois qui est COVID positif. Donc, le bureau de santé veut savoir, est-ce qu'on doit retirer cette personne-là du travail, puis est-ce qu'on doit la dépister? Alors, le choix de réponse. A, pas de retrait du travail, on dépiste une fois entre le 3e et le 5e jour. B, pas de retrait du travail, on va la dépister 2 fois. Et C, retrait du travail et on dépiste là aussi 2 fois. On vous invite à répondre à la question. Encore quelques petites secondes pour répondre. Donc, la majorité, vous dites on devrait la retirer du travail. C'est bien. Effectivement, la réponse c'est C. Retrait du travail, justement, selon l'évaluation du risque, et elle devrait être dépistée au jour 2 fois. Donc, là aussi, la réponse, c'est toujours dans le tableau 2 du document, travail de la santé asymptomatique exposé en communauté. Et c'est justement, là, la petite phrase, justement, nous dit cette mesure, aucun retrait du travail, mais cette mesure pourrait être modulée. Bien, comme votre évaluation du risque était quand même très importante parce que, justement, si c'est la mère d'un enfant de 18 mois, bien, ce sera probablement impossible pour cette personne-là de limiter les contacts avec l'enfant malade. Donc, elle va être comme réexposée, là, si on veut, pendant un bon bout de temps, alors que l'enfant est contagieux. Donc, à ce moment-là, par mesure de précaution, bien, ça peut être justifié justement de dire, bien, on va la retirer du travail, puis elle va être en isolement à la maison. Ça, c'est la santé publique qui décide de l'isolement à la maison. Et à ce moment-là, la durée de l'arrêt de travail, bien, c'est ça. Va falloir que ce soit discuté avec la direction de santé publique, là, parce que ça va dépendre justement la période de temps que l'enfant est considéré contagieux, puis pour les dépistages aussi, parce qu'on dit suivant la première exposition puis la dernière, fait qu'il va falloir en tenir compte là, pour prévoir les dépistages au bon moment. Dernière mise en situation. Donc, vous avez un appel de la chef d'unité, parce que là, la frontière aux États-Unis, ben, par avion, on pouvait y aller, mais là, ça va être ouvert aussi au niveau terrestre. Donc, la chef d'unité vous appelle, travailleur de la santé, ben, je l'ai mis au féminin, vacciné 2 doses, et de retour d'un voyage d'une semaine aux États-Unis avec ses 2 enfants de 8 et 10 ans. Les 2 enfants sont en quarantaine à la maison, mais par contre, elle a une gardienne à domicile. Fait que c'est ça, les enfants sont en quarantaine malgré qu'ils ont eu un test de dépistage négatif 72 heures avant le retour. Et la chef d'unité a dit, mais est-ce que ça serait préférable que cette travailleuse-là soit retirée du travail ou dépistée? Alors, le choix de réponse A, pas de retrait du travail. On va la dépister 2 fois, suivant le retour au pays.
Elle devrait être en isolement préventif à la maison parce que ses enfants sont en quarantaine, ou on se réfère aux directives provinciales et fédérales concernant les voyageurs. Je vous invite à répondre à la question. Presque tout le monde a répondu, donc encore juste quelques secondes. Donc, 3/4 des participants vous dites de référer aux directives provinciales et fédérales. Effectivement, vous avez raison, la réponse est C. Donc, comme c'est dit dans le document, on se réfère aux directives. On vous a mis le lien pour vous amener justement sur le site. Et fait que ça, c'est important de le consulter au moment même parce que vous savez que les directives changent, mais cette semaine, ce que ça dit, justement, les voyageurs qui sont entièrement vaccinés, bien, c'est sûr qu'ils doivent quand même se faire tester avant le retour au Canada parce qu'ils doivent montrer le résultat d'un test moléculaire à l'entrée, préalable à l'entrée. Il faut qu'ils s'enregistrent avec l'application Arrivcan et c'est ça, ils n'ont pas besoin d'être mis à quarantaine, contrairement aux 2 enfants qui, eux, ne sont pas vaccinés parce que j'ai fait exprès de dire que les enfants, il y avait moins de 11 ans, donc ils ne sont pas vaccinés, pas encore. Et ces voyageurs-là entièrement vaccinés sont aussi exemptés d'un test au 8e jour. Donc, en conclusion, à retenir, nos travailleurs de la santé protégés, donc vaccinés 2 doses, asymptomatiques, qui ont été exposés en milieu de soins, bien, le changement principal, ils ne sont pas retirés du travail si on expose ça en milieu de soins, mais le changement principal, c'est qu'on a rajouté qu'ils soient minimalement dépistés au moins une fois, entre 3 et 5 jours suivant la première exposition. Puis ça, bien, quand on a pris cette décision-là, c'est parce qu'on se disait, bien, il y a quand même une petite baisse d'efficacité vaccinale à cause du variant Delta. Fait que là aussi, dépendamment du genre d'exposition au milieu de soins, bien, on peut décider aussi de les dépister 2 fois. Et lorsque l'exposition est en communauté, surtout des contacts domiciliaires, si le travailleur de la santé, il y a un de ses enfants qui devient COVID, bien, si le travailleur de la santé si le travailleur de la santé habite avec le cas, bien, c'est ça. Il faut qu'il limite les contacts. Puis si c'est impossible, bien là, à ce moment-là, on fait une évaluation de risque. Puis ça se pourrait que dans certaines situations de contact domiciliaire, il soit recommandé de les retirer. L'autre chose importante à retenir, un travailleur de la santé qui développe des symptômes compatibles avec la COVID, s'il n'était pas en retrait de travail, donc il n'y avait pas nécessairement eu d'exposition à risque, il a commencé des symptômes, il est allé se faire tester. Comme je vous dis, il se fait tester, il reste en isolement dans l'attente de ses résultats. 24 heures après, il y a les résultats. S'il y a une amélioration de ses symptômes, que son test est négatif, il retourne au travail, mais il porte le masque en continu. Par contre, s'il y a une augmentation des symptômes, il faut qu'il soit, on répète le test 24 heures après le précédent. Et il faut aussi envisager d'autres diagnostics et procéder à d'autres tests. S'il était déjà en retrait de travail, parce qu'il y avait une exposition à risque, on poursuit l'isolement préventif à la maison pour 10 jours. Puis admettons qu'il a commencé ses symptômes au tout début de son isolement préventif, genre au jour 1 ou 2. Bien, même s'il y a eu un premier test négatif, bien, c'est important de s'assurer de répéter 2 autres tests de dépistage entre le jour 3 et 5 et au jour 8 et 9 après la dernière exposition. Merci de votre attention et je vais pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dr. Mascotte, pour cette très belle présentation. Donc, dans le fond, je voulais juste, avant qu'on passe à la période de questions, vous parler de messages importants pour prochains webinaires, etc. Donc,
Première chose, c'est au niveau du formulaire d'évaluation, puis les unités de formation. Je vous en ai déjà discuté au dernier webinaire, mais je vais le répéter encore. Le formulaire d'évaluation, vous allez avoir un lien soit sur le chat, mais vous allez avoir également le lien par courriel pour faire le formulaire d'évaluation. Puis au niveau des unités de formation continue, en fait, ça va être vraiment à la fin des 4 webinaires que vous allez avoir un formulaire à remplir. Au niveau du prochain webinaire, c'est jeudi le 18 novembre, qui va être sur la vigie sur les virus respiratoires. Puis finalement, pour au niveau des questions-réponses, dans le fond, comme vous le savez, il y a plusieurs questions. Ça se peut qu'on ne soit pas capable de tous y répondre. Donc, on va en fait cumuler les questions qu'on n'aura pas répondues, puis on va les transmettre sur le site web quand on aura répondu, en fait, via le site Internet du transfert des connaissances. On va également inclure les questions qui restent à répondre de Dr Dessert. Donc, pour les personnes que ça n'a pas été répondu, on va répondre également à ces questions-là. Donc, maintenant, place à la période de questions pour Dr Mascotte. Donc, première question. Les recommandations de dépistage des travailleurs sont pour tout type d'exposition ou celle qui est modérée ou élevée? Bien, dans nos documents de milieu de soins, nous, c'est qu'on utilise le terme est-ce que le travailleur de la santé a eu un contact étroit, surtout en milieu de soins, est-ce qu'il y a eu un contact étroit ou si c'est un contact élargi quand l'exposition a lieu en milieu de soins. Mais l'exposition contact étroit, si vous regardez les définitions, là, ça correspond là, probablement aux expositions modérées ou élevées, là, selon le guide de gestion des cas dans la communauté. Puis, bien entendu, lors d'exposition en communauté ou si c'est des contacts domiciliaires, bien là aussi, ce qu'on appelle une exposition à risque, c'est vraiment les expositions à risque modérées ou élevées. Parfait, merci. Seconde question, pourquoi le port du masque par l'usager, entre parenthèses la source, n'est-il pas considéré dans l'évaluation des travailleurs de la santé alors qu'il l'est pour les expositions communautaires? Bien, c'est parce qu'on prend pour acquis que nos personnes atteintes de la COVID qui sont hospitalisées, souvent sont plus malades. Et on sait très bien que ce n'est pas toujours évident. Peut-être que dans certaines circonstances bien précises, on peut avoir confiance aux patients, puis des fois, le travailleur de la santé va dire oui, je me rappelle qu'à toute fois que j'étais en contact avec ce patient-là, il portait son masque adéquatement. Mais comme la plupart du temps, c'est difficile à évaluer. Puis le travailleur de la santé, je ne suis pas sûre qu'il va se rappeler non plus que, tu sais, si sur son chiffre de 8 heures, il est allé donner des soins à moins de 2 mètres à je ne sais pas combien de personnes. Je ne suis pas sûre qu'il va se rappeler lesquels portaient un masque ou pas. Alors que dans la communauté, bien, des fois, les expositions, c'est peut-être plus facile de savoir que le contact s'est fait un à un, puis de savoir si l'autre personne portait son masque ou pas. Là. Mais pour un travailleur de la santé, là, je pense que c'est un peu ça va être plutôt rare que le travailleur de la santé va pouvoir dire oui, je me rappelle que le patient portait son masque à toutes les fois que j'étais en interaction avec celui-ci. Super, merci. L'autre question, pour un travailleur de la santé complètement protégé, qui n'est pas en mesure de s'isoler d'un cas positif au domicile, donc on a un petit exemple tantôt, devrions-nous donc dépister plus fréquemment que 3 à 5 jours suivant la première exposition et aux jours 8 et 9 suivant la dernière exposition, vu que l'exposition continue au cas positif? Bien, comme on l'a présenté justement par les mises en situation, bien, c'est ça. À ce moment-là, tu sais, de dépister, oui, on peut toujours augmenter la fréquence des dépistages, mais il faut peut-être plus se poser la question et de dire justement si on sait que ce travail de la santé-là va avoir des expositions répétées dans le temps avec le cas malade, bien, c'est peut-être plus prudent de le retirer du travail à ce moment-là, puis on va le dépister quand même. Fait que, tu sais, faut évaluer, ça dépend du contexte, ça dépend aussi de la contagiosité du cas, puis ça dépend aussi du quel genre de travail passe au travers de la santé-là, là, le type d'exposition avec la clientèle. Mais c'est pour ça, je pense que le message à retenir, c'est qu'on en discute avec la santé publique parce qu'à ce moment-là, eux, ils vont peut-être avoir recueilli des informations là, vraiment complémentaires qui peuvent justement
justifié de dire, ben même si en principe, on ne les retire pas, dans ce contexte-là, c'est peut-être préférable qu'on le retire. Puis à ce moment-là, il sera dépisté tel que prévu. Mais si vous voulez augmenter des dépistages, il n'y a rien qui l'empêche non plus. Parfait, merci. Une autre question. Est-ce qu'une personne considérée comme immunosupprimée sera éventuellement considérée comme protégée ou partiellement protégée selon le nombre de vaccins reçus? Bien, pour l'instant, les immunosupprimés sont considérés non protégés. Je sais qu'il y a une réflexion actuellement en cours au sein des différentes cellules de l'Institut, considérant que le Comité d'immunisation du Québec a recommandé justement que les personnes immunosupprimées reçoivent une 3e dose. Ce n'est pas une dose de rappel, il faut faire attention, c'est une 3e dose pour essayer justement d'amener un niveau de protection un peu plus élevé suite à la vaccination. Est-ce que éventuellement, on va dire qu'on les considère partiellement protégés? Pour l'instant, on ne bouge pas, mais c'est sûr que c'est des discussions qui vont avoir lieu. Puis, il faut se baser aussi sur les données d'efficacité vaccinale chez les personnes immunosupprimées. Fait que là, il y a quand même des données qui sont de plus en plus publiées, mais des fois, ça concerne des clientèles bien précises, fait que ça sera à suivre, là, mais ce n'est pas impossible qu'il y ait des changements. Mais pour l'instant, en date d'aujourd'hui, les personnes immunosupprimées, même si on a été vacciné 2 doses, par principe de précaution, on aime mieux les considérer non protégés. Super, merci. La prochaine question, ça va être un peu pareil comme les questions précédentes que vous avez répondu, dans le fond, mais il y a juste une petite affaire qui a été ajoutée. En fait, la question, c'est que recommandez-vous quant au dépistage pour les TDES protégés vivant avec un code domiciliaire sans possibilité de limiter les contacts, qui est l'exemple, une des mises en situation. Donc, si on se fait au tableau, il y aurait seulement un test de dépistage au jour 3-5, post-premier contact, puis au jour 8 ou 9, suivant le dernier contact, qui est 20 jours suivant le début de la maladie du cas. Donc, il y aurait un écart possible de 21 jours entre les 2 tests. Serait-il donc plus prudent d'augmenter la quantité de tests? Bien, c'est sûr que dans ce contexte-là, effectivement, là, si on sait que le travailleur de la santé ne peut pas se séparer de la personne malade là, parce qu'il est un proche aidant ou c'est un enfant, whatever, bien, c'est sûr qu'effectivement, là, la personne malade est contagieuse jusqu'à 10 jours après le début des symptômes. Fait que là, tu sais, c'est que s'il est en contact tout le temps, bien, c'est sûr que là, tu fais 10 jours plus 9, on se ramasse, tu sais, à 19-20 jours. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, il peut y avoir des dépistages entre-temps, là. Parce que le but des dépistages, c'est que si cette personne-là est positive, c'est de le découvrir le plus vite possible. Par contre, si le travailleur de la santé il est déjà en isolement, parce que c'est ça, quand on répète les dépistages, nous, c'est surtout parce que si on ne les retire pas du travail, nos travailleurs de la santé, exemple, qui ont eu une exposition à risque, s'ils ne sont pas retirés du travail, bien, on va les dépister 2 fois pendant les 14 jours pour justement s'assurer qu'ils ne développent pas des symptômes, puis que là, dans le fond, ils seraient au travail puis pourraient contaminer d'autres individus. Par contre, si le travailleur de la santé il est déjà en isolement à la maison parce qu'il s'occupe de son enfant malade, puis qu'il sort, tu sais, on peut le dépister plus fréquemment aussi, mais l'idée, c'est important de le dépister avant qu'il puisse retourner au travail, admettons. Il n'y a pas de réponse de recette toute faite. Il faut faire une évaluation au cas par cas. Puis à ce moment-là, je pense que le plus important, le message, c'est de dire, on en discute avec la santé publique parce qu'eux autres aussi, là, en fonction des données d'informations qu'ils ont recueillies lors de l'enquête, on essaye de voir ce qui est le mieux là. Super. Une autre question, ça se peut que ce soit dans les dernières questions que je vais pouvoir poser, le webinaire tire à sa fin. Donc, une autre question, c'est pour un travailleur de la santé, il y a eu un test positif dans les 6 derniers mois. Ayant de nouveaux symptômes compatibles, est-ce qu'un TAN est requis d'emblée? Il y a eu un test positif dans les 6 derniers mois. Oui. Puis il y a des symptômes qui sont compatibles
avec la COVID. Puis dans le fond, c'est à savoir, est-ce qu'il y a un TAN qui est requis d'emblée pour ce travailleur-là? Bien, comme on l'a dit dans les diapos que je vous ai montrés, bien, c'est ça. Un travailleur de la santé qui a des symptômes compatibles avec la COVID, je ne sais pas si vous vous rappelez de la diapo, là, mais qu'il soit protégé, partiellement protégé ou non protégé. Donc, quelqu'un qui a fait la COVID moins de 6 mois, on considère protégé. On ne prend jamais de chance, on va le tester, puis après ça, on le gérera en fonction des résultats. Puis à ce moment-là, bien, quelqu'un justement qui a déjà fait la COVID, puis qu'admettons, serait retesté puis qui redevient positif, bien, à ce moment-là, vous vous référez aux documents que les directions de santé publique utilisent là, pour justement comment gérer un cas qui a un deuxième, tu sais, il a déjà été positif à la COVID, puis là, il y a un deuxième résultat positif, bien, vous vous référez à ce document-là. Excellent. Bien, merci beaucoup, Dr. Mascotte. En fait, il est maintenant 14h30, donc on va mettre fin au webinaire. Donc, je voudrais juste vous remercier, remercier les participants d'avoir posé autant de questions très, très intéressantes. Ça nous permet de savoir ce qui se passe sur le terrain. Puis, en fait, je voudrais remercier tout d'abord Dominique Grenier pour la présentation au début, Dr. Gaston Dessert pour sa présentation, Dr. José Mascotte également, puis également Abigail Altenor qui s'occupait du Zoom et Dr. Jasmin Villeneuve. Donc, on vous remercie infiniment d'avoir participé au webinaire. On vous souhaite tous une bonne journée, puis en espérant vous voir en grand nombre le 18 novembre. Merci beaucoup.